L'Instant Mag de Magali Barthès. 2 fois par an au sommet des Pyrénées-Orientales, le Canigou, ou plutôt le Canigo, apparaît au soleil couchant dans notre ciel de Provence lorsque les conditions météorologiques le permettent. Et pour essayer de comprendre le phénomène, nous sommes aujourd'hui avec Alain Aurigné, ingénieur de recherche au CNRS de Marseille. Alain Aurigné, bonjour. Bonjour. Alors le Canigou n'est visible que 2 fois dans l'année, au début février et à la fin octobre. Comment expliquer cela ? Il faut simplement rappeler aussi que cette observation se fait donc pour les différents sites possibles d'observation entre Salon de Provence pratiquement et Toulon, les collines provençales et les montagnes provençales, à 2 dates de l'année pour chaque site. Parce que ça correspond, disons, au déplacement du soleil sur la ligne d'horizon. Et donc, d'un même site, 2 fois par an, on a la possibilité d'avoir donc un alignement lorsque les conditions météo sont bonnes. Et si l'on veut le voir encore en février, il faudra se rendre d'ici quelques jours sur les sommets toulonnais. À quand remonte la première observation ? La première observation date des années 1800 environ. Elle était relatée par les gens qui, sur Marseille, avaient constaté que sur l'horizon, ils observaient parfois une île qu'ils ne voyaient que 2 fois dans l'année, en février et puis en novembre. Alors évidemment, ça prêtait à sourire parce que les marins et les pêcheurs de Marseille connaissaient parfaitement les îles environnantes. Et donc, ils considéraient que c'était quelque chose qui était tout à fait farfelu et donc c'était devenu une sorte de galéjade. En fait, cette observation-là se fait depuis 1800 à peu près, mais il faudra attendre quelques années, en 1808, pour qu'un astronome hongrois, le baron de Zach, vienne travailler avec les savants de l'Observatoire de Marseille. Et à ce moment-là, il entend parler de cette histoire, et comme c'était aussi un très très bon géographe, il va faire quelques calculs qui vont lui permettre de comprendre rapidement que la direction qui lui est indiquée, le sud-ouest, correspond en fait à la chaîne des Pyrénées. Et avec quelques calculs qu'il va effectuer, il va donc trouver l'alignement possible avec le sommet du Canigou, qui est à 2785 mètres. Donc c'est en 1808 et le 8 février qu'il montera sur le fortin de Notre-Dame-de-la-Garde. À l'époque, la basilique n'existe pas encore. Et de ce fort, donc à l'altitude de 262 mètres, il va pouvoir faire l'observation avec comme témoins d'autres chercheurs de l'Observatoire de Marseille qui vont pouvoir assurer qu'effectivement l'observation a bien été réalisée et qu'il s'agit non pas d'une galéjade mais d'un fait bien réel. On imagine la surprise des premières personnes qui ont fait cette découverte. L'observation peut se faire en Provence, mais pas en n'importe quel lieu, et à Allot, la colline de Notre-Dame-du-Château est considérée comme le meilleur site d'observation. Pour quelle raison ? C'est une raison qui est plutôt liée à l'aspect, je dirais, photographique et visuel de la situation de cette chapelle qui est sur la colline d'Allot, parce que on a donc une vue sur la baie de Marseille, et donc ce sont des photos que l'on peut réaliser avec un panorama qui est vraiment très intéressant photographiquement parlant. Et la situation aussi est plus élevée que Notre-Dame-de-la-Garde, puisque Allot se situe à peu près à 310 mètres d'altitude. Notre-Dame-de-la-Garde, c'est 162 mètres. Donc cette différence d'altitude permet aussi de voir davantage de sommets de la chaîne du massif du Canigou. Donc on a une position plus élevée, donc on voit davantage le sommet du massif du Canigou de façon plus facile. Et cela donne l'occasion de visiter le village d'Allot. Alors de bonnes conditions météorologiques sont nécessaires sur le site d'observation, mais cela n'est pas suffisant. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Il faut que le soleil se couche derrière le massif pour que par un effet de contraste très élevé, on puisse discerner la silhouette du massif du Canigou. Ce faisant, on a besoin d'avoir d'excellentes conditions météo, c'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'il n'y ait pas de nuages entre, mettons, Allot et puis le massif du Canigou dans les Pyrénées. C'est vrai aussi pour les nuages qui se situeraient au-delà du Canigou, c'est-à-dire au-dessus de l'Espagne. Là aussi, dans la ligne d'alignement, il ne faut pas qu'il y ait donc de gros nuages qui bloqueraient le soleil. Donc ça, c'est une première nécessité, des conditions météo favorables, avec un temps relativement clément. Mais après, nous avons des contraintes aussi qui sont liées à un changement climatique que l'on constate de plus en plus, évidemment, avec donc une élévation de la température de la mer qui va créer une brume au-dessus de la mer, qui elle-même peut bloquer complètement, avec les éléments de pollution qu'elle peut contenir aussi dans l'atmosphère, ça peut bloquer complètement la visibilité du soleil. Et souvent, on voit facilement sur l'horizon
que le soleil n'arrive pas à atteindre la ligne d'horizon parce qu'il est bloqué par cette brume qui va nous le masquer. On comprend donc pourquoi le phénomène est rare et l'occasion aussi de lancer un message de prévention par rapport au réchauffement climatique. Et la situation géographique, la topographie, la météo ne sont pas les seuls facteurs intervenant dans l'observation du phénomène. Il faut évoquer aussi le rôle de l'atmosphère. Pourriez-vous nous éclaircir ? Lorsque le baron de Zach fait son observation, il va la relater dans des lettres qu'il écrit et dans un livre qu'il écrit. Et cette observation est reprise par des gens qui vont faire un petit calcul rapide de géométrie. Et ils disent qu'en fait, cette observation-là n'est pas réalisable parce que si on prend une ligne droite qui part du sommet du Canigou jusqu'à, par exemple, Notre-Dame de la Garde ou bien la Chapelle d'Allot, à ce moment-là, on s'aperçoit que la ligne va couper l'écorce terrestre. Donc, ces gens qui ont fait ces calculs-là, donc des calculs relativement élémentaires, disent, vous voyez bien qu'il n'est pas possible de voir le Canigou. Or, en fait, on connaissait d'un point de vue optique assez mal les propriétés de l'atmosphère. Ce n'est que quelques années plus tard que des savants vont faire des essais et des mesures systématiques pour essayer de comprendre et de qualifier, de quantifier en quelque sorte les caractéristiques optiques des couches d'air sur de longues distances. Et c'est ce qui va nous permettre par la suite de comprendre que la présence de cette couche d'air au-dessus de l'eau va intervenir sur le trajet des rayons lumineux. Et d'un point de vue optique, les rayons qui vont partir du sommet du Canigou vont être légèrement courbés vers le sol, ils sont rabattus un petit peu vers le sol, et en tout cas vers la mer, et donc ça va leur permettre de parvenir un peu au-delà de la limite, disons, théorique de visibilité de l'horizon. Donc c'est ce qu'on appelle l'horizon optique qui, en fait, va un petit peu plus loin que l'horizon géométrique que l'on peut considérer simplement avec les règles de la géométrie habituelle. Les scientifiques appréhenderont sans doute mieux ces phénomènes complexes. L'observation du Canigou en Provence n'a-t-elle jamais été qualifiée de mirage ? En quoi est-ce différent ? Effectivement, parfois cette observation est qualifiée de mirage. Les gens ont trouvé ce moyen pour expliquer ce qu'ils voyaient. En fait, il ne s'agit pas d'un mirage, parce que dans un mirage, on a une image inversée de l'objet qui, donc, cette image inversée se situe sous l'objet. C'est ce que l'on voit l'été sur les routes surchauffées. On a l'impression que, par exemple, sur l'autoroute, on a une flaque d'eau qui est loin devant nous, sur laquelle on voit se refléter les véhicules qui sont relativement loin de nous. Mais ce phénomène-là ne se produit pas dans le cadre de l'observation du Canigou. Donc, ce que l'on voit, c'est vraiment bien le Canigou, le massif lui-même. Simplement, sa position visuelle est un peu plus élevée que la position théorique, parce que donc s'il n'y avait pas l'atmosphère justement autour de la Terre, le massif du Canigou serait juste sous la limite de l'horizon. En fait, la présence de l'atmosphère va le relever en quelque sorte au-dessus de l'horizon, c'est pour ça qu'on peut le voir. Ceci est un phénomène qui est très connu, en particulier par les astronomes qui connaissent bien, disons, la déviation qui est introduite sur le cheminement des rayons lumineux qui nous parviennent jusqu'à nous quand on vise sur l'horizon, et c'est aussi le cas quand on vise assez haut dans le ciel, mais dans des proportions beaucoup plus faibles. C'est sur la ligne d'horizon, en quelque sorte, que cet effet de réfraction atmosphérique va être le plus important. Pour bien observer le phénomène, il faut pouvoir regarder attentivement le soleil couchant un certain temps. N'est-ce pas sans risque ? Y a-t-il des précautions à prendre ? Oui, effectivement, il faut être toujours prudent lorsque l'on doit regarder le soleil, et on ne peut pas le fixer longtemps. Ça, c'est pour des raisons évidentes, et on pourrait abîmer la rétine. Donc, quand je fais des observations avec le public, souvent depuis la Chapelle d'Allot, je m'efforce de prévenir les gens et de leur signaler qu'effectivement, ils ne doivent pas suivre pendant longtemps le soleil qui va se coucher sur la ligne d'horizon, mais ce qu'il faut faire généralement, c'est regarder à peu près la position du soleil, attendre quelques minutes et regarder à nouveau cette position pour voir l'évolution donc du soleil vers l'horizon au moment du coucher, et à ce moment-là, on ne maintient pas son regard en permanence sur le soleil. Il faut bien sûr éviter d'utiliser des jumelles ou des longues vues si on n'a pas pris soin de mettre des filtres qui sont très malheureusement difficiles à trouver. Donc certaines personnes spécialistes peuvent être équipées de filtres très puissants qui vont justement limiter les risques ophtalmiques dans ce type
l'observation. Le conseil, c'est effectivement de regarder à l'œil nu, mais d'attendre vraiment au dernier moment que le soleil soit quasiment couché et soit posé sur la ligne d'horizon pour faire l'observation. Généralement, ce qui se passe, c'est que sur la ligne d'horizon, avec la brume qu'il y a souvent, l'humidité au-dessus de la mer, ça atténue très fortement l'intensité du soleil. Donc, effectivement, à ce moment-là, le soleil est quasiment sur la ligne d'horizon. On peut se permettre de l'observer un peu plus longuement. Vous avez fait de magnifiques photos du Canigou depuis les collines provençales. Pourriez-vous donner quelques conseils à ceux qui peuvent être tentés de capter ce phénomène? Quel est le moment le plus propice? Au point de vue matériel, ce que je peux dire maintenant, c'est qu'avec les appareils photo numériques, c'est très facile de faire des photos et pratiquement de les réussir, puisqu'il suffit de prendre une première photo et si les réglages sont pas les bons, il suffit de corriger rapidement et après on peut effectivement avoir des photos bien exposées. Je dirais que pour ceux qui sont un peu plus spécialistes, disons que les bonnes focales pour les objectifs, c'est entre 150 et 300 mm. Par contre, pour ce qui est du temps de pause, chose que l'on me demande régulièrement, c'est très difficile de répondre parce que la variation, disons, de l'intensité du soleil sur la ligne d'horizon peut être très grande. Il peut y avoir des jours où on a un ciel parfaitement dégagé, une atmosphère très transparente et là, effectivement, on a un soleil qui est très puissant sur l'horizon. Du coup, ce sera probablement des vitesses qui vont être de l'ordre du millième ou du 2 millième de seconde. Par contre, d'autres fois, lorsque les conditions sont beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire quand il y a de la brume sur la mer et quand il y a une forte pollution, à ce moment-là, on peut être peut-être pratiquement au 50e de seconde. Donc vous voyez, il y a une étendue importante de réglage, mais l'appareil photo numérique maintenant permet de réagir pratiquement instantanément pour corriger donc et avoir une bonne exposition de la photo. Eh bien, merci beaucoup Alain Aurigné pour cette interview. Sur le site canigou.allo.free.fr, vous trouverez la carte des sites d'observation et il y a mieux encore le livre Le Canigou, une île éphémère en Provence que vous venez d'écrire aux éditions Patrimoine Canigou. Chaque page du livre est traduite en catalan. Merci à vous. Merci bien.